Chapitre 2. Les Capétiens de 987 à 1483. Paragraphe 8. État de la France en 987. En 987, à l'avènement de Hugues Capet, le royaume de France était plus petit que la France d'aujourd'hui. Il s'arrêtait du côté du nord et de l'est, à la Meuse et au Rhône. Il était divisé en plusieurs duchés et comtés. Le roi Hugues Capet n'était vraiment obéi que dans le duché qui appartenait à sa famille, c'est-à-dire dans le duché de France. Les villes principales du duché de France étaient Paris, Reims, Chartres, Orléans. Les principaux comtés et duchés étaient le duché de Normandie, le duché de Bretagne, le duché d'Aquitaine, le duché de Bourgogne, le comté de Flandre, le comté de Champagne, le comté de Toulouse. Les ducs et les comtes reconnaissaient que le roi était leur supérieur. Ils lui prêtaient un serment de fidélité et ils avaient envers lui un certain nombre de devoirs et d'obligations. Mais ils ne lui obéissaient guère et se conduisaient à peu près comme ils voulaient dans leur duché et leur comté. C'était le temps de la féodalité, ainsi nommée parce que les duchés et comtés étaient appelés des fiefs ou féodes. Paragraphe 9. La France au temps de la féodalité. Il y eut en France de grands désordres au temps de la féodalité. De même que les ducs et les comtes n'obéissaient pas au roi, les seigneurs qui possédaient des terres et des châteaux dans les duchés et dans les comtés n'obéissaient pas aux ducs ni aux comtes. Ces seigneurs se faisaient continuellement la guerre les uns aux autres. Les paysans étaient presque tous serfs, c'est-à-dire esclaves. Ils travaillaient pour les seigneurs et souffraient des désordres de la féodalité. Ils se révoltaient quelquefois et pillaient les châteaux, mais ils étaient toujours vaincus. Les maux de la féodalité furent diminués par l'Église, qui essaya d'empêcher les guerres en imposant aux seigneurs combattants la trêve de Dieu, c'est-à-dire l'obligation de ne pas combattre pendant une partie de la semaine. L'Église adoucit aussi les mœurs des seigneurs en établissant la chevalerie. Le seigneur qui devenait un chevalier était béni par un prêtre et jurait de protéger les faibles. Mais les faibles se protégèrent eux-mêmes. Ils formèrent des associations qu'ils appelèrent communes, parce qu'ils mettaient en commun leur argent et leur force pour empêcher les seigneurs de leur prendre leur argent et de les maltraiter. Un grand nombre de ces communes devinrent de belles villes. Les habitants de ces communes s'appelaient les bourgeois. Les villes étaient fortifiées. Les bourgeois pouvaient s'y défendre contre les seigneurs. Il s'y trouvait toujours un beffroi, haute tour où était le guetteur, qui surveillait la campagne et appelait les bourgeois aux armes quand ils voyaient s'approcher une troupe armée. Paragraphe 10. Destruction de la féodalité. La féodalité fut détruite par les rois, qui se servirent de plusieurs moyens. Ils s'appuyèrent sur le clergé et sur les communes. Le clergé et les communes redoutaient les violences des seigneurs. Ils obéissaient donc volontiers au roi. Et le roi avait intérêt à protéger le clergé et les communes contre les seigneurs. Mais les rois détruisirent surtout la féodalité en acquérant successivement les duchés et les comtés par conquête, par mariage ou par héritage. La Normandie fut acquise par le roi Philippe Auguste, 1203, le comté de Toulouse par Philippe III le Hardi, 1270, la Champagne par Philippe le Bel, 1285, l'Aquitaine par Charles VII,
1453, la Bourgogne par Louis XI, 1477. La Bretagne sera réunie plus tard, au temps de François Ier, 1532. À la mort de Louis XI en 1483, le roi de France possédait donc une grande partie de la France. Paragraphe 11. Croisades. En ce temps-là, la France prit la plus grande part aux croisades. Les croisades étaient des expéditions contre les peuples musulmans qui avaient conquis Jérusalem, la ville sainte des chrétiens. Les chrétiens voulurent délivrer Jérusalem. C'est la France qui envoyait le plus grand nombre de soldats. Aussi, sa renommée se répandit dans tout l'Orient. Aujourd'hui encore, les Orientaux appellent tous les Européens des Francs. 3 rois de France allèrent à la croisade. Louis VII, Philippe Auguste et Louis IX. Paragraphe 12. Guerre contre les Anglais. La France eut aussi des guerres à soutenir contre ses voisins. La principale guerre fut contre les Anglais. Un des grands seigneurs de France, le duc de Normandie, avait conquis l'Angleterre en 1066. En devenant roi d'Angleterre, il resta duc de Normandie. Ses successeurs acquirent encore d'autres provinces françaises, devinrent plus puissants en France que les rois de France. Aussi nos rois firent-ils la guerre aux rois d'Angleterre. Une de ces guerres dura 100 ans. Elle commença en 1336 lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, prétendit devenir roi de France. Ce fut une guerre terrible. Les rois et les chevaliers de France y combattirent vaillamment, mais très mal, sans discipline, à la façon des anciens Gaulois. Au contraire, les Anglais combattaient avec beaucoup d'ordre et de sang-froid, comme autrefois les Romains. Les Anglais furent vainqueurs à Crécy, 1346, à Calais, dont ils s'emparèrent, 1347, à Poitiers, 1356, où le roi Jean le Bon fut fait prisonnier après s'être défendu héroïquement. Les Anglais furent encore vainqueurs à Azincourt, 1415. Au désastre de la guerre avec les Anglais vinrent s'ajouter les horreurs de la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons. De sorte que, à l'avènement de Charles VII en 1422, la France était ruinée, et presque tout entière au pouvoir des Anglais. Paragraphe 13. Jeanne d'Arc. Mais les Français, en combattant contre l'Angleterre, comprirent qu'ils étaient un seul et même peuple. Ils eurent la haine de l'étranger et l'amour de la France. Ces sentiments inspirèrent Jeanne d'Arc, notre grande et sainte héroïne nationale. Jeanne d'Arc battit les Anglais, délivra Orléans, une des villes que possédait encore le roi de France et que les Anglais voulaient lui prendre. Elle rendit confiance aux Français et fit sacrer Charles VII à Reims pour qu'il fût reconnu de tous comme roi de France, car les rois avaient coutume de se faire sacrer dans cette ville. Jeanne fut faite prisonnière à Compiègne. Les Anglais la brûlèrent à Rouen en 1431. Mais cette abominable cruauté ne leur rendit pas la victoire. Charles VII les chassa du royaume, où ils ne gardèrent plus que Calais, 1453. Paragraphe 14. Principaux rois de 987 à 1483. Les rois les plus remarquables de cette période sont Louis VI, dit le Gros, qui fit faire de grands progrès à l'autorité royale, souvent par de méchants moyens. Charles V, le Sage, 1364-1380, qui, avec l'aide de Du Guesclin, fut vainqueur des Anglais. Charles VII, 1422-1461, qui termina victorieusement la guerre contre les Anglais.
Louis XI, 1461-1483, qui fut un méchant prince, mais qui acheva de détruire la féodalité. Paragraphe 15. Progrès de la royauté de 987 à 1483. En 987, à l'avènement de Hugues Capet, le roi ne possédait que le duché de France. En 1483, à la mort de Louis XI, il possédait presque tous les duchés et comtés. Il était vraiment roi de toute la France. Le clergé, les seigneurs, les communes reconnaissaient son autorité. Mais cette autorité était déjà trop absolue. La France n'avait pas de liberté. Paragraphe 16. Les États généraux. La France put un moment espérer des libertés quand furent réunis les États généraux. Il faut bien comprendre ce que signifie ce mot. Le mot État signifie condition, profession, métier, comme par exemple dans l'expression État militaire. Il y avait alors en France 3 États ou conditions. L'état du clergé, qui comprenait les prêtres, évêques et archevêques, les moines et les abbés. L'état de la noblesse, qui comprenait tous les seigneurs. Et le 3e état, ou tiers-état, qui comprenait les bourgeois des villes. Les états s'appelaient aussi des ordres. On disait l'ordre du clergé, l'ordre de la noblesse, le tiers-état ou tiers-ordre. On appelait États généraux la réunion des députés du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Les États généraux furent réunis pour la première fois sous le règne de Philippe le Bel. La première assemblée célèbre est celle de l'an 1302. Les rois réunissaient les États généraux pour leur demander aide et conseil, c'est-à-dire de l'argent, des soldats et l'approbation de leurs actes. Les États généraux auraient donc pu devenir une assemblée nationale qui aurait voté l'impôt, fait les lois et gouverné la France avec le roi. Malheureusement, il n'en fut pas ainsi. Paragraphe 17. Pourquoi la France n'eut pas de liberté? Les rois qui aimaient mieux gouverner seuls convoquèrent les États généraux le moins souvent possible. Puis les 3 ordres ne surent pas s'entendre pour empêcher le roi de devenir trop puissant. Le clergé et la noblesse avaient des privilèges qu'ils voulaient garder. Ils avaient l'orgueil de leurs conditions et ils dédaignaient le tiers-état. Le roi continua donc à faire ses volontés, et la France ne devint pas alors un pays libre. Paragraphe 18. Organisation du royaume de 987 à 1483. Les rois organisèrent bien le royaume. Ils rendirent la justice au moyen de cours de justice appelés parlements. Ils envoyèrent dans les provinces des administrateurs, baillis, sénéchaux, etc., qui gouvernèrent en leur nom. Au temps de Charles VII, le roi commença à avoir une armée, qui lui donna une grande force. Pour entretenir cette armée, il leva chaque année des sommes d'argent sans demander le consentement des États généraux. Ainsi, les rois avaient tous les moyens de devenir les maîtres. Paragraphe 19. La civilisation de 987 à 1483. Il y avait alors en France dans ce temps-là beaucoup de mauvaises coutumes. La condition des paysans était misérable. Un grand nombre étaient serfs. Mais la France n'était pas un pays barbare. Elle était plus civilisée que les autres pays. Les chevaliers français étaient célèbres dans toute l'Europe, par leur bravoure et leur courtoisie. La langue française était parlée à la cour du roi d'Angleterre. Elle était admirée dans toute l'Europe. Nos poètes racontaient des exploits de guerre ou des aventures romanesques, et les poètes des autres pays les imitaient. Les architectes français bâtirent de belles églises qu'on imita dans les autres pays. Paragraphe 20. Les inventions. Au XIVe et au XVe siècle furent faites des inventions très importantes. La poudre fut connue en Europe au XIVe siècle. On l'employa bientôt à la guerre.
Avant l'emploi de la foudre, les seigneurs étaient protégés par des casques et des cuirasses. Un seigneur qui combattait, ainsi couvert de fer, était difficile à vaincre. Les châteaux des seigneurs étaient défendus par de hautes murailles. Un château ainsi défendu était difficile à prendre. Mais, à partir du XIVe siècle, on commença à se servir de canons. Les boulets brisèrent les casques, les cuirasses et les murs. Les rois eurent de bonne heure une forte artillerie. Ils étaient seuls assez riches pour en avoir une. Alors les seigneurs ne furent plus assez forts pour se défendre contre le roi. Paragraphe 21. L'imprimerie, XVe siècle. Une autre invention plus importante encore fut celle de l'imprimerie, trouvée par Gutenberg vers 1440. Avant l'imprimerie, on n'avait que des manuscrits, c'est-à-dire des livres copiés à la main. C'était en général les moines qui copiaient les manuscrits. Ces manuscrits étaient très rares et coûtaient fort cher. Aussi, presque personne n'apprenait à lire, excepté les prêtres et les moines. Après l'invention de l'imprimerie, un même livre put être reproduit des milliers de fois. Tout le monde put apprendre à lire. Les livres se répandirent partout, et avec eux des idées nouvelles.